Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Jérémy. Salut. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans les locaux de Getaround pour parler avec toi pour ce 6e épisode de Design System. Comme tu le sais, on va revenir un peu sur tes expériences passées dans la Silicon Valley, sur YouTube et Facebook. Et puis après, on va parler de ton rôle actuel chez Getaround, ex-Drivey, ton rôle de Head of Product Design. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ok, très cool. Merci beaucoup de me recevoir, Gauthier. Ça me fait très plaisir d'être avec toi pour parler de tout ça. Du coup, Jérémy Barré, j'ai fait mes études à Nantes, master de Interaction Design, avant de décrocher du coup mon premier job chez YouTube et de partir ensuite, comme tu le sais, en Californie pour 3 ans. Je suis revenu à Paris il y a un peu plus de 3 ans aussi, et donc j'ai enchaîné dans ma carrière plutôt maintenant dans des startups. Quoi dire d'autre ? Du coup, je suis une personne très curieuse. J'aime beaucoup voyager, beaucoup découvrir le monde, un peu la société, les usages, donc en France ou à l'étranger, et ça a ponctué un peu mes études et mon début de carrière. Super. Parlons-en justement de tes études et de ton début de carrière. Tu l'as dit, tu as fait l'école de design de Nantes. Comment t'en es venu justement à faire du design ? Alors là, c'est clairement aléatoire dans le sens où je me posais la question, donc au lycée, j'étais en filière S scientifique, du coup de quoi faire en fait après le bac. Et là, j'avais 3 aspirations et complètement différentes. J'avais avocat, et j'aimais bien l'idée de communiquer, de défendre un point de vue. J'avais un réalisateur de films qui m'intéressait énormément pour la créativité, pour voir un peu tous les milieux techniques et en fait le revers du décor de la création de vidéos et de films. Et designer du coup, qui m'intéressait beaucoup aussi pour l'aspect créatif et donc de construire des services. Et en fait, ce qui m'a convaincu de partir dans le design, c'est juste de suivre une fille qui m'intéressait à ce moment-là. Quelle histoire. Ça me fait beaucoup rire parce que la semaine dernière, il y a quelques semaines, j'avais Romain Brio sur ce podcast qui lui nous a expliqué qu'il voulait être DJ et qu'en fait il est parti dans le design ensuite, donc c'est marrant de voir en fait toutes ces histoires. Mais bref, je digresse. Après cette école, tu décides de partir, tu pars chez Google à Zurich, c'est ça, dans un premier temps ? Ouais, c'est ça. Ouais. Avant de partir aux États-Unis, chez YouTube. Comment tu rentres chez Google en tant que product designer et tu pars aussi rapidement, parce que tu finis tes études en 2014 et tu pars chez YouTube en octobre 2014, donc ça se joue très très vite. Comment tu réussis à passer cette step et à aller tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique ? Alors, très bonne question. Et du coup, nous, dans le cursus de l'école de design de Nantes en master, il y a plusieurs stages déjà. Donc, ça nous permet de nous professionnaliser assez vite. En 2e année, on fait un stage de 2 mois. Moi, j'avais choisi d'en faire 2, donc 2 stages de 2 mois. En 4e année, on a une expérience à l'étranger. Et moi, j'ai choisi de faire une université en Australie, à Swinburne, du coup à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Et de faire un stage aussi, puisque j'avais que 1 jour et demi de cours par semaine. J'avais décidé de faire un stage à temps partiel dans une boîte australienne aussi pour commencer mon expérience à l'étranger en tant que designer stagiaire, on va dire. Et donc tout ça, je pense que ça a pu me permettre de construire un peu un profil intéressant de par des expériences en France, à l'étranger, dans plusieurs universités, à toucher un peu au web, au service design, à l'UX. Et donc ça m'amène en 5e année à essayer en fait déjà avant même d'essayer, je regardais quand même pas mal d'opportunités, soit dans le nord de l'Europe, parce que j'étais quand même très intéressé pour voir comment était, on va dire, présent le design dans d'autres pays, et notamment dans la culture soit anglo-saxonne, soit au nord de l'Europe. Et du coup, je regardais pour des opportunités soit à Amsterdam, soit en Suède, ou alors directement aux États-Unis. Donc grand écart entre les deux, mais il y avait le choix, il y avait des super boîtes. Et donc ce qui m'intéressait, c'était soit de tenter un peu les gros acteurs de design type Google, Facebook,
qui venaient en fait de vraiment s'identifier et se révéler comme des éléments moteurs de la culture design anglo-saxonne et californienne, bien sûr, avec l'avènement du material design, des applications, bien sûr, Google, Facebook qu'on a sur nos téléphones, etc. Et donc, c'était super excitant de regarder cette opportunité-là. Et il y avait aussi le modèle agence qui m'intéressait beaucoup. J'en avais fait, du coup, un petit peu en stage. Et il y a des très très belles agences aux États-Unis, que ce soit dans les environs de New York ou pareil à San Francisco. Donc pour en citer, il y a Method qui m'intéressait beaucoup à l'époque à San Francisco. Et donc j'ai postulé, j'ai construit d'abord bien sûr un portfolio par rapport à toute mon expérience passée, les projets que j'ai pu faire soit en freelance, soit à l'école de design, etc. Et donc ce portfolio, il me suffisait pour en fait vouloir tenter de postuler justement à des boîtes comme Google. Et donc j'ai trouvé un job de ce qu'ils appellent University Graduate. Donc ça c'est vraiment le rôle junior de designer chez Google. Facebook en fait beaucoup moins, mais Google a ce type d'opportunité. Et donc je me suis lancé, j'ai postulé sur le site web pour un job chez Google en tant qu'University Graduate. Et faut croire que j'ai eu quand même pas mal de chance sur la première étape en fait, de brasser les CV et d'être un peu dans la shortlist des recruteurs, parce que ça, il y a énormément de gens talentueux, donc c'est pas que un portfolio qui permet de se démarquer, c'est aussi quand même pas mal de chance. Et ensuite, j'ai l'impression que mon profil a pu taper à l'œil de l'équipe, et ça a permis en fait d'enchaîner le process d'entretien qui était à distance pour les premières étapes, puis on-site chez YouTube directement, parce que je postulais pour un job qui était directement chez YouTube en fait. Et donc après les entretiens on-site en février 2014, comme tu le dis, c'est avéré que mon profil a plu et du coup que j'ai reçu une offre pour rejoindre YouTube en employé, très junior mais employé. Et du coup, mon épisode à Zurich avant de retrouver YouTube en octobre, comme tu l'as bien mentionné, en Californie, c'était pour en gros attendre la complétion en fait du process de visa. Et donc j'avais un peu le choix de travailler chez Google Paris de avril à octobre ou chez Google Zurich. Et Google a un énorme campus à Zurich avec beaucoup de superbes équipes et notamment une partie de YouTube en fait à Zurich. Et du coup, moi j'ai rejoint l'équipe YouTube Monetization qui était un peu les produits publicitaires pour les managers de campagne publicitaires sur YouTube. Donc, c'était une équipe qui est entre Google AdWords et YouTube, en gros. J'ai fait mes 6 mois là-bas avec cette équipe. Et après, j'avais le choix de rester à Zurich ou une fois mon visa obtenu, de pouvoir bouger en Californie. Et le choix était vite fait. Et le choix était vite fait parce que tout jeune et tout curieux, c'est vrai que ça donne envie et que le gros des projets, en tout cas pour YouTube, s'est passé là-bas. Super. Je vais un peu passer sur toutes tes expériences à YouTube et Facebook parce que on en parlait avant d'enregistrer. Tu as fait des conférences au Web Today il y a quelques années sur ces sujets-là que je trouve hyper intéressantes et que j'invite à regarder pour bien comprendre. Mais du coup, j'avais une question spécifique pour toi qui a travaillé pendant 3 ans aux États-Unis et 3 ans en France. C'est est-ce que il y a une véritable différence entre product designer aux States et product designer en Europe et plus particulièrement en France? Une question, je dirais, assez classique dans le sens où elle réfère à la notion de design aussi, de différence de culture design anglo-saxonne ou française, quoi. Mais la tienne est un peu plus pointue puisqu'elle concerne le product design spécifiquement, donc je vais essayer de te répondre sur... Mais tu peux parler du design aussi. Hein, Ça marche. Et bien... Oui, il y a bien sûr une différence. Ce qui est par contre très prometteur pour l'écosystème français, c'est que j'ai l'impression que ce décalage se réduit de jour en jour et on n'a vraiment pas à rougir de nos designers, de nos équipes, de nos projets en France. Il y a vraiment une ébullition de compétences, de talents et d'envie qui est super inspirante. Mais en tout cas, à l'époque, il y a quand même une belle différence entre des mastodontes du design et de la tech comme Google et Facebook, et même dans les domaines type agence qu'on peut retrouver aux États-Unis, il y a une maturité forcément assez intéressante qui a, on va dire, évolué là-bas dans un premier temps. Et donc pour le product design, moi j'ai quand même l'impression, après avoir lu beaucoup d'articles aussi, mais plutôt en faisant partie de cet écosystème en Californie, j'ai l'impression que le terme de product design, le rôle de product designer, ça a émergé notamment de Facebook en fait, qui a proposé ce rôle
dans ces job desks pour recruter justement des designers pour bosser sur leurs produits. Et donc juste en fait de voir que ce terme j'ai l'impression, a émergé en Californie, ensuite s'est répandu au niveau global, on va dire. Ça indique qu'il y a une maturité et une précocité dans la compréhension du product design très forte en Californie. Et sous quel point, moi, si je peux te donner une référence ou une anecdote en tout cas qui m'a marqué assez vite et qui, je trouve, représente beaucoup cette différence de culture, c'est qu'en étant junior en fait à Google, dans mes premiers mois de carrière, du coup, j'étais très vite en fait amené à bosser sur non pas forcément des gros sujets stratégiques, mais en tout cas beaucoup de problèmes pas du tout définis. On attendait en fait que je prenne soit le lead, soit qu'on attendait mes feedbacks, mais que je collabore en fait de façon très forte avec le product manager, avec beaucoup de, je dirais, questions en amont à résoudre avant même de réaliser ce qu'on appelle communément les maquettes ou les prototypes qu'on peut attendre d'un designer, notamment junior dans les boîtes. Et ça, cette anecdote, elle est intéressante parce que moi, en tant que Français, on m'a vite invité à la table, et notamment pas qu'à la table des designers, mais aussi à la table produit avec des leaders tech et product managers, pour vraiment défendre mes idées, défendre mes projets, donner mes feedbacks, alors que j'avais ni la langue en fait ni l'expérience d'un designer confirmé. Et je trouve que ça montre vraiment si on en revient au product design et au design, ça montre une maturité très forte on attend du designer qu'il sache réfléchir, qu'il soit force de proposition, et on lui donne aussi, il n'a pas à se battre pour avoir ce siège en gros à la table, ce rôle. Il va être, en tout cas dans des boîtes comme Facebook et Google, invité vraiment de façon très rapide à partager ses idées. Super. Donc du coup, tu dirais surtout que aux États-Unis, donc en plus de cette place et de cette légitimité, on attend du product designer qu'il fasse toute la phase en amont, la recherche, ce qu'on appelle communément la recherche ou la UX, là où en France, le product designer, surtout dans des boîtes très peu portées sur la tech, sont vus comme des gens qui font de la peinture et qui sont juste là pour faire des jolies maquettes, et on s'en fiche de si ça résout un problème ou si ça marche au final. Moi, je peux pas en parler de façon hyper précise parce que ça fait que 3 ans que je suis, retourné en France, dans l'écosystème français. Donc, je veux pas non plus, avoir des préjugés trop rapides. Mais c'est sûr que, hyper plaisant de voir que dans ces boîtes-là, tu avais déjà des attentes et tu pouvais avoir un impact très fort dans même la réflexion et la stratégie. Donc, que ce soit de la recherche utilisateur, mais aussi de la définition de problèmes, du benchmark. Et surtout, le product designer ne le fait pas tout seul et je n'étais pas amené à le faire tout seul. C'était bien sûr avec l'équipe, un gros binôme, comme je le défends souvent dans mes talks avec le product manager, etc. Et en France, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une bien meilleure place qu'il y a 3 ans et j'imagine qu'il y a 6 ans, 10 ans. Où aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les startups, notamment celles qui font la une, de par leurs produits, l'efficacité ou la simplicité de leurs produits, le designer a su peu à peu sortir des gonds de l'exécution et du visuel. Mais j'imagine très bien qu'il y a 3 ans, et je pouvais le voir un peu dans les quelques échanges ou entretiens que j'avais avec mes collègues qui étaient eux en France, mais je peux imaginer il y a plus longtemps, il y a 6 ans ou plus, que le design était vraiment beaucoup plus enfermé dans la conception visuelle et du coup la couleur et l'exécution. Très clair. Du coup, je reviens encore sur ce talk parce que c'est celui qui m'a marqué, je l'ai vu à l'époque. C'est ce talk de Web Today quand tu es revenu en France. Tu expliques comment, en travaillant chez Facebook et plus précisément chez Messenger, vous avez mis en place les réactions sur les messages. Donc c'est pour ceux qui n'utilisent pas trop Messenger, c'est tu cliques sur un message et tu peux mettre des petites réactions, un pouce vers le bas, un pouce vers le bas. Tu as mis en place, avec une équipe bien sûr, cet outil qui est énormément utilisé. Tu as travaillé avec des super équipes. Ma question c'est, à quel moment tu te dis que tu vas quitter Facebook après avoir fait des super projets comme ça pour revenir en France ? Est-ce que c'est pour suivre quelqu'un ou est-ce que tu avais l'impression d'avoir fait le tour et que tu voulais revenir en France pour te lancer de nouveaux défis ? Très bonne question et donc je vais essayer de te répondre de façon ultra transparente et honnête. Je commencerai par dire que j'avais clairement pas fait le tour de Facebook, des opportunités que j'avais là-bas, mais aussi du potentiel énorme des projets, du côté excitant de projets qui touchent des millions, milliards d'utilisateurs, et avec une culture du design qui est pour moi vraiment, vraiment très forte là-bas.
à la fois dans le leadership, mais aussi dans les équipes notamment de Messenger, que ce soit en product design, en réflexion, en prototyping, en visual design. Il y avait vraiment des gens ultra inspirants, donc un groupe, je dirais, vraiment très inspirant, très formateur pour moi pour continuer de grandir. Donc j'avais vraiment pas fait le tour en 1 an et demi et j'ai vécu une très belle année et demie là-bas à bosser sur pas mal de features de Messenger, de Groups, de la Home et un peu du redesign en fait qui a été sorti il me semble 1 an et demi après mon départ. C'était un projet qu'on avait commencé il y a un petit moment. Ça a duré longtemps, ouais. Ouais, et donc non, j'avais pas fait le tour chez Facebook et 3 ans en Californie, c'était top, mais j'aurais pu rester un peu plus. Moi, ce qui m'a fait revenir en fait, c'est donc, si je joue la carte de la transparence, j'ai 29 ans et donc je suis revenu il y a 3 ans, tu fais le calcul, 26 ans. Et en fait, la raison principale, c'est que je faisais une relation à distance pendant une bonne partie de cette expérience en Californie avec une ma copine du coup qui était à New York puis à Paris. Donc ça c'est clairement un des choix qui d'abord elle puis moi nous a fait revenir en France. Ensuite j'arrivais dans cette période 26, 29, 30 30 années quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup d'amis qui en fait commencent à se marier, commencent à avoir des enfants, mes grands-parents qui eux vont être de plus en plus vieux, mes parents qui arrivent à la retraite. Et donc c'est des raisons ultra personnelles mais qui font que je voulais pas être trop loin trop longtemps en fait. Je voulais pas rester en Californie dans un confort qui était ultra plaisant et un écosystème du design qui était hyper inspirant, mais je voulais pas y rester trop longtemps même si j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas et je voulais revenir profiter de tout ça pour les prochaines années. Donc j'ai pas de deadline, je sais pas combien de temps encore et l'avenir nous le dira, mais voilà, c'est ce qui m'a fait revenir. Très clair. Donc tu reviens en France et tu arrives chez Drivey. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée? Enfin, juste avant, pour ceux qui connaissent pas Drivey, c'est grosso modo le Airbnb de la voiture. Tu es un particulier, tu veux mettre ta voiture en location pour qu'elle serve, tu la mets sur Drivey et tu peux louer la voiture d'un particulier. Et là, ça a été fondé en 2010 et ça a été racheté en 2019 par Getaround. Voilà. C'est très bien, très cool comme petite description. Mon retour en France et donc qu'est-ce qui m'a amené chez Drivey, mon début chez Drivey. En fait déjà, donc si je repositionne un peu mon retour en France, je cherchais en juin de nouvelles opportunités pour revenir en France suite à ces raisons personnelles comme on vient de le dire. Donc là on est en 2017. 2017, merci d'avoir bien fait ton taf. Et donc en septembre, je commençais chez Drivey. Donc de juin à septembre, en fait, j'ai contacté pas mal de startups qui m'intéressaient. Donc j'avais fait une liste un peu des projets hyper intéressants en Europe et en France, surtout à Paris. Et donc Drivey était clairement l'un d'entre eux. Ce qui m'intéressait chez Drivey, c'était déjà la mobilité en plein boom, avec beaucoup de à la fois d'investissement, mais surtout de potentiel en fait, de changer un peu les usages en ville ou hors de la ville. D'essayer d'amener aussi une éthique vers on va dire nous c'est plus particulièrement la possession de voiture, mais la façon aussi de se mouvoir et de voyager. Et un projet surtout pour un designer qui est infini quoi. La mobilité, c'est vraiment à la fois une expérience digitale qu'il faut rendre la plus simple possible, mais qui est ultra innovante, où il y a peu d'existants, donc il y a un peu tout à faire. Et ensuite, il y a tout un service derrière qui sort du digital. Donc là, on parle d'un service où on mixe une expérience réelle de trouver la voiture, conduire une voiture, rendre une voiture. Qu'est-ce qui peut t'arriver comme pépin sur la route et comment tu construis un produit et un service en tant que designer qui répond à tous ces besoins. Et donc, moi, j'étais en échange assez rapidement avec donc Paulin, d'abord le CEO de Drivey, que j'ai contacté un peu au culot sur LinkedIn, qui m'a renvoyé lui voir Nicolas, qui est le co-founder, Nicolas Mondolo, et qui était à l'époque le CPO de Drivey. Et donc, beaucoup d'échanges avec Nicolas, une personne passionnante, ultra inspirante. Et ce qui m'a convaincu de rejoindre Drivey, c'est que en fait, le produit était assez imparfait. Il y a plein de choses qu'on peut toujours faire, mais qu'il y avait à faire. Et ils avaient conscience que, je dirais que la compétence design, la culture design n'était pas une de leurs forces chez Drivey. Et donc, il y avait un manque. À l'époque où tu arrives, tu es le premier designer?
Alors, ce qui s'est passé, j'étais le premier product designer, on va dire, à temps plein à monter l'équipe. Il y a eu en 10 ans, il y a eu, enfin en 10 ans, du coup, 7 ans, il y a 3 ans, il y a eu quelques épisodes avec des designers qui ont eu leur patte et leur impact sur la boîte, hein, mais plutôt court, donc 6 mois par-ci, 1 an par-là. Et avant d'arriver, il y avait un designer slash intégrateur web qui avait permis aussi à Drivey de faire un petit pas en avant, mais qui était, si je veux résumer, la situation qui était un peu sur tous les fronts, que ce soit du graphisme, de l'intégration web, du coup très peu de product design et de réflexion, et surtout un designer pour tout ça. Donc lui était parti début de l'été, et moi j'ai rejoint en septembre, j'ai pas eu l'occasion de le croiser, mais je suis pas arrivé avec, on va dire, aucune base du tout sur le produit en design. Par contre, c'était clairement des bases imparfaites qu'il fallait, je dirais, rétablir et essayer de créer un terreau, je dirais une bonne dynamique pour le reste de l'équipe pour déjà moi m'intégrer en tant que seul designer en septembre sur toutes les squads à l'époque, 5 squads, 5 PM, donc beaucoup de taf, et ensuite de faire comprendre la valeur du designer pour ensuite investir et monter l'équipe design chez Drivey, et donc ce qui m'a rendu aujourd'hui, ce qui m'a projeté vers le rôle de Head of Product Design. Et voilà ce que je peux t'en dire. Alors parlons-en, comment tu fais pour infuser dans une boîte qui est pas du tout design, toute cette mentalité design qui fait que tu es tout seul au début, puis en fait tu vas petit à petit monter une équipe. Comment tu justifies ton rôle et l'impact que tu vas donner? Donc ça, si tu veux, on peut partir sur 3 heures de talk là, donc on va essayer de faire ça plus rapidement et de résumer, mais déjà, il faut savoir que donc, Drivey, à l'époque, avait une très bonne culture, je dirais, tech et produits. Notamment, hein, moi, je parle surtout des départements avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, que ce soit Nicolas ou Marc en VP Engineering, on montait vraiment des superbes équipes avec une très bonne culture d'agilité, de roadmap, de pensée produit, ROI, etc. Donc, il n'y avait vraiment pas tout à faire et je ne suis pas responsable de tout du tout, quoi. Bien heureusement, en 3 ans et vu l'évolution de la boîte. Mais c'est clair qu'il y avait un manque en design et du coup comment je m'y suis pris, déjà ce qui m'a aidé c'était quand même d'identifier le fait que Nicolas lui percevait ce manque également et du coup j'étais pas tout seul à me battre pour ça, j'aurais son support un peu en tant que CPO et co-founder de la boîte, et donc même si lui me faisait confiance pour appliquer, penser et amener ça, il n'était pas du genre à me mettre des barrières, et au contraire, il avait plutôt essayé de faire en sorte que ça se passe avec lui. Donc je dirais que le premier élément notable, c'est celui-ci, c'est, on va dire, le support de Nicolas. Ensuite, c'était de prouver ma valeur assez rapidement. Donc là, contexte pas facile parce que 5 squads, 5 PM, beaucoup de projets, forcément qui dit beaucoup de projets, peu de temps à la réflexion. Pour autant, j'ai préféré faire des compromis où j'essaie de shipper quand même des choses de qualité dont j'étais content et qui amélioraient petit à petit la qualité de l'expérience et du produit. Mais je voulais absolument libérer du temps de réflexion, de design critique, de brainstorming avec les PM et les squads, et ce dans le but de vraiment prouver que le designer peut réfléchir, peut amener de la valeur, encore une fois de réflexion, de compréhension de problèmes, d'opportunités. Et donc je dirais, ce travail de prouver en fait ma valeur moi en tant que designer, ça a permis de commencer aussi assez vite en fait, après quelques semaines, quelques mois, une fois que j'étais onboardé, les réflexions sur un designer pour 5 squads, ça va être un peu tendax, quoi. Un peu léger, ouais. Et donc comment on s'y attelle, sachant qu'on n'a pas le budget pour recruter une équipe de 5 designers, un designer par squad, quoi. Donc là, ça allait être un challenge qui allait se résoudre, on va dire, petit à petit. Mais ma première brique, c'était de prouver déjà ma valeur. On peut pas juste défendre sans prouver et montrer. Donc là, c'était montrer et prouver pour avoir une discussion plus sereine avec les squads et les PM. Et ensuite, on a commencé à petit à petit instaurer des différents process, différents formats, différentes opportunités pour que le design, on va dire, soit perçu, et ensuite ça a mené aussi à développer l'équipe dans les mois qui suivent, quoi. Tu as instauré quoi comme process concrètement? Et donc j'allais y venir, et process, le premier est celui qui toujours là après 3 ans a eu le plus d'impact, c'est la design critique. Donc ça paraît assez commun comme nom et comme format. Pour autant, moi, je l'ai vraiment remanié d'une façon qui, je pense, est propre à Drivey et qui a vraiment bien marché. C'est-à-dire que c'est un format que j'ai pris
de Google et Facebook, mais plus récemment de Facebook. Sauf qu'à Facebook, les design critiques, c'était du coup toutes les semaines, tu montrais ton taf dans un cadre, on va dire, à peu près serein, calme, pas trop review, on va dire. Mais tu étais quand même une grande majorité de designers et quelquefois un invité type PM, quoi. Et donc cette conversation, elle était assez intéressante. Elle permettait de faire bien avancer le projet, de se faire challenger par des avis très pertinents d'autres designers. Et on allait discuter de fond et très vite aussi de forme, bien sûr, avec l'excellence attendue par les designers de Facebook. Moi, j'ai choisi de reprendre ce format-là, mais de l'orienter encore plus vers la réflexion de fond. Et donc, cette design critique, quand j'étais seul designer, on en faisait pareil, on essayait d'en faire une par semaine. Moi, je l'avais calé le vendredi midi, pause déjeuner, tu pouvais venir ou pas avec, en gros, de la nourriture. Et l'idée, c'est que c'était ultra calme, il y avait peu de préparation. Et je voulais, donc, seul designer, j'étais le seul designer dans le format. Et toujours présent dans les design critiques, mais même après 3 ans, le CPO, donc Nicolas en tant que Head of Product un peu, et ensuite quelques membres de la squad pour laquelle on discute le projet, forcément le PM, mais quelquefois aussi un membre de l'équipe tech, etc. Et donc déjà tout seul, ça m'a permis de montrer du travail de vision de designer, de défendre mes idées avec des arguments qui sont entendus et qui sont débattus, et donc de pousser à déjà plus de challenge, plus d'excellence et plus de, je dirais, rôle et mission donnée aux designers. Et ensuite, plus on a scalé l'équipe design, donc de 1, 2, 3, 4 designers, plus on a pu du coup garder au moins une design critique par semaine, mais ça pouvait arriver à 2 assez facilement avec plus de designers. Mais on n'a pas renversé le meeting où on n'est pas allé dans un scénario où il n'y a que des designers et on va discuter qu'entre nous des projets, à la fois du fond et surtout de la forme, quoi. Là, ce que j'ai choisi dès le début et qu'on a conservé, c'est inclure toujours le Head of Product ou le CPO de la boîte. Comme ça, on a un avis global en plus du mien. Moi qui regarde plutôt l'expérience design au global et lui qui va plutôt avoir le contexte produit. Et on va pouvoir montrer en fait aux autres membres de l'équipe produit, PM, data ou tech, que le designer parle aussi de fond, parle de l'UX avant de l'UI, va pas s'attarder une demi-heure sur les pixels, ça, on a tout le temps de le faire après sur, à l'époque InVision, maintenant Figma. Là, on va vraiment parler du pourquoi cette feature, quel objectif, est-ce que c'est le bon flow, la bonne expérience qui répond à ça. Et donc je trouve que ça fait 2-3 minutes que j'en parle de ce format, mais parce que je trouve que c'est celui qui a le plus d'impact. On a vraiment réussi à créer ce climat de à la fois confiance entre équipe produit et design, visibilité du design en tant que membre qui défend l'excellence, mais aussi qui sait réfléchir et va défendre ses idées et amener un point de vue hyper pertinent à entendre par les PM, par les techs, et bien sûr d'avoir le feedback des PM et des techs au bon moment, des bonnes personnes pour permettre d'avancer au plus vite. C'était uniquement la partie produit, il n'y avait pas de personnes extérieures comme des gens du marketing ou toutes les autres équipes qui composent Drivey? Alors ça arrive, c'est vraiment spécifique au projet, selon encore une fois les priorités, les objectifs de ce projet-là, la squad, etc. On a déjà eu du marketing, de l'account management, du risque. Donc en fait, oui, si le projet est pertinent pour ces personnes-là, on va les inviter. Après, il faut garder la contrainte de le moins de personnes le mieux, donc pas 2, mais plutôt viser 5-6 personnes. À partir de 6 personnes, on commence à avoir l'effet de groupe où les gens n'osent plus parler, où ça commence à tourner en présentation un peu officielle, review. Et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas avec la design critique. Design critique, c'est essayer d'avancer de façon très agile, très rapide, tout en gardant un peu cette sérénité de groupe où on ose montrer des idées et on ose en débattre, quoi. Alors moi, j'ai juste une question sur la design critique parce que c'est un problème auquel j'ai été confronté et vu comme t'en parles, j'ai l'impression que tu l'as pas eu. C'est les personnes qui passent du temps sur des points inutiles du type j'aime pas cette couleur là ou le bouton il est trop rond ou etc. Comment toi tu as fait pour éviter justement ou poser un cadre dans la critique pour se dire tout ça c'est futile par rapport à ce qu'on cherche vraiment à établir? Donc là, tu as plusieurs options, mais oui, ça peut arriver, et surtout dans les boîtes moins matures en design ou en produit. Une des options que, en fait, dès Facebook, j'ai vu n'était pas l'option privilégiée, mais quand même une des options qui existent, c'est de plutôt passer en mode wireframe ou en noir et blanc, éviter les sujets de graphisme ou de visuel, en montrant vraiment, on va dire, les artefacts, les livrables UX d'abord, donc
soit de réflexion, de recherche ou même les flows directement en wireframe. Mais ça, typiquement, chez Facebook, on n'avait pas besoin de le faire parce que l'équipe était très mature. Et en fait, ça nous faisait perdre du temps de repasser et de commencer à faire des choix sur des wireframes alors qu'on veut vite faire des choix sur du concret et que c'est toujours coûteux en fait de faire une passation wireframe à l'UI final. Il y aura forcément des différences et ça va peut-être plus être la même expérience discutée. Donc moi, j'ai essayé de conserver, ça dépend bien sûr du niveau du projet. On pouvait montrer des wireframes ou des schémas, mais souvent on allait assez vite discuter toujours de fond, mais dans la forme, on pouvait montrer des maquettes assez avancées ou même des protos avancés. Et je jouais quand même pas mal un rôle de guide ou de médiateur en fait, qui si je voyais en fait que la conversation commençait à s'orienter vers des détails futiles, comme tu les appelles, je recadrais un peu tout ça pour qu'on parle vraiment du fond et des feedbacks recherchés lors de cette critique pour avancer. Donc moi, j'avais aussi un peu ce rôle de médiateur. Et l'autre point, c'était en fait, on avait une équipe assez mature qui a vite compris le rôle, le format des design critiques. Donc les PM, typiquement, qui étaient souvent inclus, pareil, ils ont vite joué le jeu de parler de fond, de forme. Et Nicolas aussi, encore une fois, super support qui a permis d'avoir une discussion ultra pertinente et de sortir de la couleur du bouton. Donc c'est un peu un ensemble de choses. Moi, mon conseil, c'est si tu ou vous êtes dans des boîtes où il y a vraiment peu de maturité de design et de produit, potentiellement passer au noir et blanc ou wireframe, ça évite toujours des sujets inutiles, même de les commencer. Après, c'est toujours bien aussi d'avoir une sorte de médiateur de la critique, que ce soit quelqu'un de plus senior ou celui qui va défendre son projet, pour déjà annoncer quel type de feedback il veut récolter en début de critique, et ensuite guider la conversation si jamais on commence à soit faire un nœud sur un sujet peut-être complexe et pertinent, mais qui n'a pas lieu d'être résolu pendant la critique, ou, comme tu dis, aborder des sujets qui sont peut-être moins pertinents et plus futiles, quoi. Ok. Et vous faites des design reviews à côté, plus entre designers à justement critiquer la partie visuelle et UX, mais sans la partie, enfin sans le reste de l'équipe. Vous faites ça aussi ou des temps où vous vous retrouvez entre vous? Alors ça, on en fait, mais de façon moins cadrée. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de le faire, et nous, on les utilise un peu toutes. Moi, je fais des reviews quelquefois en one-on-one avec mes designers quand ils cherchent mes feedbacks et qu'on va avancer nous deux. On fait quelquefois des partages de projets en cours dans notre Product Design Weekly, donc c'est un peu notre temps à nous toutes les 2 semaines, mais c'est pas une critique ni une review, c'est plus un FYI, et là on peut rebondir quand même sur quelques points si besoin. Et en design critique, on s'interdit pas de parler visuel. On veut parler de fond et ou avant la forme, mais bien sûr qu'on va parler de copywriting, on va parler de visuel, on va parler de cohérence, même de composants design system ou pas, de visual design, quelquefois même de brand. Donc on se l'interdit pas, c'est juste qu'on ne veut pas que ce soit exclusivement ces sujets-là. Ok, très clair. C'est le seul rituel précis, enfin le seul rituel, on va dire immuable que vous avez, ou vous en avez d'autres? Alors, il y en a d'autres. Moi, je mets l'accent sur celui-ci, mais il y en a pas mal d'autres. Je dirais que un qui nous a marqué, mais qu'on a abandonné au final, parce qu'il faut savoir aussi, accepter quand les choses marchent moins, c'est la product review, qui là avait un caractère beaucoup plus officiel, un peu de tampon, on valide et ça part en développement. Et donc là, c'était plutôt c'est un format que j'ai pris de Google cette fois-ci, et c'est un format qui est un peu plus l'idée par le PM normalement, où le designer bien sûr est présent. Moi je suis présent en tant qu'head of design et Nicolas en tant qu'head of product encore une fois. Et le PM va un peu challenger la feature, mais quand elle a été très déjà définie, challenger en amont, là c'est plutôt le dernier un peu, je vous présente où on en est, pour que tout le monde soit au courant de ce qui va shipper. Et si tout le monde dit un peu oui, donc un peu coup de tampon, ça part en développement. Et après, donc c'est un caractère plus officiel. Et c'était hyper intéressant. On a fait une dizaine la première année. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que la design critique pouvait s'étendre très facilement à la fois en amont et en aval. C'est-à-dire que pour des gros projets, on pouvait avoir plusieurs design critiques. Et souvent, on pouvait aller à des décisions pendant les design critiques. Ça, c'est pas obligé de repartir avec des décisions. On repart avec des feedbacks. Mais ça peut arriver et tant mieux. Et donc, en fait, il y a une confiance assez forte qui s'est créée, qui est que en design critique, peut-être les décisions avaient été faites, ou alors on faisait confiance au binôme PM Design d'avoir un peu pris tous les feedbacks pertinents et de faire les bons choix pour ensuite shipper leurs features. Donc la product review, en fait, elle commençait à se faire cannibaliser par la design critique. Elle avait de moins en moins d'intérêt, et au bout d'un an ou un an et demi, on avait arrêté de la faire. Donc ça, c'est un des formats, mais qui peut aussi avoir, selon la taille et culture de l'équipe, sa pertinence. Et si besoin aussi de caractère, encore une fois, plus officiel.
On a instauré pas mal de formats aussi d'user research, donc ça c'est plus des méthodes qu'on encourageait qui n'étaient pas forcément en fait on va dire déjà adoptées dans l'équipe sur les types de projets, mais donc des méthodes assez classiques de user testing ou d'user interview que j'ai amené assez vite, et ensuite de partage des insights, que ce soit de l'interview ou de la user research plus en amont, et ou des insights d'user testing. Et donc ça, c'est un partage plutôt au sein de l'équipe produit aussi. Et donc c'est un format qui est moins ponctuel, qui est moins fréquent, mais qui, comment dire, qu'on a amené, qui permet déjà de partager la connaissance de nos recherches, de donner de la visibilité à, encore une fois, la valeur de la user research et du design. Et donc ce genre de points, on les a amenés. On a même été jusqu'à construire une sorte de modèle, on l'appelait le product path. Donc c'est un peu le modèle qui repart un peu du double diamant pour construire un projet, où on encourageait ces différentes étapes selon bien sûr les besoins et le timing du projet, d'analyse de données, d'interview utilisateur, de PRD. Ça c'est un format qui existait déjà, le doc plutôt côté PM de Product Requirements. Et ensuite bien sûr d'idéation, de design critique et de user testing. Donc ça, je dirais que c'est un ensemble, un peu une approche que j'ai amené aussi, qu'on a pas mal sur lequel on a itéré avec Nicolas pour l'encourager au niveau des PM, et en format plus marqué, d'abord sans parler de l'équipe design, design critique, product review, la user research en amont et en aval des projets, et ensuite on part sur des détails qui vont plus concerner l'équipe design une fois qu'elle a été staffée. Ok, alors tu l'as abordé, donc je pense que c'est le moment d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu du double diamant, parce que je sais que tu en parles à chaque fois. Et derrière ça, ma question, c'est aussi comment vous gérez votre relation PM, Product Designer, chez Drivey. Ouais, eh ben, écoute, je vais t'en parler. Du coup, double diamant, moi je suis pas un fan absolu avec des œillères sur il faut absolument le faire correctement, le design thinking, etc. Moi je suis beaucoup plus pour en fait l'utiliser un peu comme une inspiration et le mener ou l'utiliser de manière intelligente, on va dire. Et donc, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le double diamant, plus que les détails, c'est les dynamiques de convergence et de divergence que je trouve très fortes, en fait. Et donc ça, à la fois pour pousser une réflexion innovante, pour pousser de la vision, et ensuite pour clarifier et être sûr qu'on avance, c'est vraiment ces dynamiques qui sont assez clés, dont on ouvre un sujet. Donc, dès la phase problème, on va essayer euh, d'aller chercher le plus d'informations possible, soit en faisant de la veille, soit en faisant du benchmark, en testant les compétiteurs, en faisant de la recherche utilisateur, de l'analyse de données. Donc, c'est clairement pas une phase qui appartient à co-designer ou co-design thinking. C'est vraiment tout le monde peut y contribuer, mais c'est hyper excitant de plonger, de creuser, d'éclater un problème en fait. Ensuite, bien sûr, de le clarifier, de le synthétiser et de le communiquer à son équipe, c'est clé pour avancer. Sinon, on reste dans la phase nébuleuse qui est vraiment pas malsaine, mais contre-productive. Et ensuite, réouvrir le sujet en phase d'idéation. Donc, pour la phase solution, mais la partie idéation, c'est hyper aussi excitant et intéressant pour le designer, parce que là, on dit tout est possible. On a identifié un problème qui nous paraît être le bon problème avec la bonne opportunité qui est derrière ça, business ou produit. Et donc d'ouvrir, parce qu'en fait, le choix des solutions est infini. En fait, une solution peut être bonne, mais il y a vraiment une multitude de solutions possibles, et c'est un peu le kiff en fait du métier du designer, c'est que c'est jamais fini, il n'y a pas de règles. Et donc cette phase d'idéation, d'éclater plutôt en fait l'idéation sur quel type de piste, quel type d'expérience peut résoudre au mieux ce problème, elle est passionnante. Et ensuite on repart dans une phase de convergence on va vite, donc avec le côté agile dans la construction de produits, on va vite essayer de tester, de valider de façon rationnelle une solution prometteuse à ce problème, shipper et continuer d'apprendre. Donc moi, plus que les détails du design thinking et des méthodes attribuées au design thinking ou au double diamant, ce qui me plaît beaucoup et ce que je trouve hyper pertinent pour la conception de produits, donc pour les product managers et pour les product designers, c'est vraiment les notions de divergence, convergence, et bien sûr de mettre l'accent sur la phase problème avant de tacler une phase solution, de comprendre l'importance de creuser, valider un problème via la data ou la user research ou le benchmark ou autre, qui est déjà, je trouve, hyper passionnante pour un designer, mais qui est critique pour pas perdre du temps à shipper ou définir des solutions qui ne répondent pas au bon problème.
La deuxième partie de ma question, c'était plus comment tu fais pour bosser du coup, entre product designer et product manager, puisque comme tu le dis, il y a ces phases de recherche, et ensuite il y a ces phases d'idéation. Est-ce que le product designer est toujours lead et le product manager est là pour l'aider? Est-ce que c'est le product manager qui vient? Quelle est la relation que vous avez, vous, chez Drivey? Donc là, pareil, on pourrait faire un talk, et j'en ai fait plusieurs sur le sujet, donc je vais essayer de te prendre plutôt les points clés de ma réflexion derrière ça. Moi, je dirais que la première leçon un peu que j'ai apprise, mais même dès Facebook et Google, c'est si en tant que product designer, même si des choses nous sont attribuées comme d'autres peuvent l'être pour le product manager, mais typiquement la user research, on l'attache souvent au product design, la conception de premiers flow ou wireframe aussi, peut-être un peu une partie du benchmark, etc. Pour moi, si les product managers sont demandants et ont une volonté de compléter, d'aider sur ces points-là, la première un peu leçon ou conseil que je donnerais, c'est ne pas créer de barrières et clairement, j'ai envie de dire, être hyper réceptif à ça et l'encourager en fait. Dans le sens où si on est deux à faire du taf qui a beaucoup de valeur, on va forcément aller plus loin et va y avoir un peu ce ping-pong, ce challenge qui est hyper excitant. Voilà, ne pas mettre de barrières. Et ensuite, moi, de ce que j'ai vu en gros en Californie, c'est qu'il n'y avait pas forcément de barrière non plus du product manager au designer, c'est-à-dire que c'était pas que le product manager qui allait recevoir le brief des stakeholders ou du business, c'était pas que le product manager qui allait creuser ou discuter de la data, qui allait encore une fois communiquer un peu les guidelines à l'équipe ou à la squad, ou faire le suivi de développement ou la QA. C'était beaucoup plus flexible et beaucoup plus uni en fait. Et en tout cas, moi, dans mes relations avec les PM de Facebook ou Google, j'avais vraiment cette proximité qui était très plaisante et où je trouvais qu'on associait à la fois les contraintes et les besoins du développement produit, d'aller vite, de shipper en fait des produits qui vont améliorer nos objectifs, que ce soit business ou plus précis de conversion, rétention, etc. Mais en tout cas, on avait du coup, on va dire, on agissait de la bonne façon, je pense, pour ces points et contraintes produits. Et en même temps, on se donnait le temps de voir plus loin, d'essayer de récolter les bons insights et de creuser, d'amener la meilleure solution, ou en tout cas la meilleure possible par rapport aux contraintes, et aussi de pousser de plus en plus d'excellence, quoi. Et donc c'est vraiment cette dualité, cette tension un peu que j'aime décrire comme ça, que je recherche entre rôle PM et designer. Donc le PM souvent est plus associé au problème, et pour simplifier, c'est vrai que ça marche entre guillemets d'associer la phase problème au PM parce que c'est la phase plus en amont de contact avec les stakeholders, de creuser vraiment l'opportunité, de la déceler, de la matérialiser, d'aller creuser la data. Donc forcément, on attend plus souvent ça du PM. Pour autant, moi je suis convaincu que le designer a énormément de choses à amener là-dedans. Et donc, il peut agir en complément du PM et aller l'aider à creuser ces points-là et le challenger et amener de nouvelles idées. Et ensuite, la phase solution, elle est, j'imagine, en tout cas, plus attachée au designer. Et là, pareil, en fait, d'exclure le PM de la réflexion ou même du suivi de développement, etc., dans cette phase solution, ça peut ne pas être la meilleure chose à faire parce que pour des PM, en tout cas, qui deviennent plus seniors ou qui sont intéressés par l'expérience, ils vont souvent avoir des super feedbacks à partager. Ils vont vouloir être passionnés et aussi compléter notre réflexion. Et c'est à deux qu'on doit choisir, un peu faire ces compromis entre jusqu'où s'arrête cette première version de cette feature ou la vision de cette feature pour le futur. Quel choix on fait pour le développement encore une fois, de ce produit ou cette feature, la QA, le suivi, etc. Donc, moi, je crois beaucoup à essayer de flouter, voire de vraiment enlever ces barrières PM designer dans ce spectre-là, avec un peu plus quand même d'ownership et de travail côté PM pour la phase problème et l'inverse côté solution, donc un peu cette notion de passage de relais, mais où le designer est hyper présent dans la phase problème quand même. Et un des plus grands axes, c'est quand même via la user research ou le benchmark, et bien sûr brainstorming, etc. Et ensuite, que le PM doit être présent aussi dans la phase solution. Et moi, dans les formats, je vois à travers les design critiques, les quelques points que je me fais avec eux, ça peut être des workshops aussi d'idéation, etc.
Pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, je mettrai en description de cet épisode le talk que tu as fait justement sur la relation PM-designer. Si on revient un petit peu à ce dont on parlait au début, tu arrives, tu mets en place tu montres la valeur du design et tu vas recruter petit à petit ton équipe. Aujourd'hui, comment est constituée ton équipe ? Alors aujourd'hui, on a pas mal grossi là en 2 ans, 3 ans même. L'objectif n'était pas de grossir à tout prix, c'était vraiment de façon mesurée, je pense. Ça a été fait de façon pertinente parce qu'il y avait plusieurs contraintes. Il y avait, en fait, tu peux pas commencer en étant seul designer et recruter 5 designers d'un coup et espérer que ça se passe bien. Il faut forcément mettre des bases. Moi, en plus, c'était mon début en tant que manager. J'ai eu des expériences un peu de mentor, de lead chez Facebook, mais donc là c'était vraiment mes débuts aussi, donc l'idée c'était pas de commencer trop vite, et en plus on n'avait ni le budget ni la compréhension du design nécessaire pour recruter une équipe de 6-7 designers. Donc aujourd'hui on est 7 au total en m'incluant, et donc comment j'ai construit, on va peut-être le faire du début. Ce qu'il fallait, la première contrainte, c'était d'avoir des super bons product designers pour épauler justement les squads et les PM et les devs du coup, et donc faire un peu ce taf full stack problème-solution. Et là j'étais seul designer encore une fois pour 5 squads, donc d'essayer de rééquilibrer un peu plus ça. Maintenant c'était pas 5 squads staffés à 10 ingénieurs chacune, c'était il y avait des priorités dans ces squads là, certaines étaient plus user facing que d'autres, donc là c'était un peu le premier jeu de priorisation des ressources, des besoins design, et donc j'ai recruté le premier designer dans l'équipe qui est Gaëtan, qui a rejoint un peu moins d'1 an, mais quasi après que je sois arrivé chez Drivey. Donc premier designer Gaëtan, que j'ai du coup staffé plutôt dans la squad Bookings, qui était super user-facing, qui allait très bien avec ses compétences et ses aspirations, et qui avait aussi beaucoup de taf. Et ensuite on a enchaîné avec Karl puis Solène, donc 2 autres product designers. Karl qui arrivait avec quelques années d'expérience, donc aussi un profil un peu full stack, problème-solution, et Solène qui avait un background super intéressant, à la fois de product design, un peu de management, mais aussi beaucoup d'user research, puisqu'elle avait fait plusieurs années chez User Studio en tant que service designer, service design lead, etc. Et donc ça, c'était aussi une des compétences, valeurs et aussi dans les méthodes des formats que je voulais amener pour l'équipe produit et même plus largement pour Drivey. Et donc Solène, elle avait aussi ce rôle un peu, donc elle était product designer, mais avec un rôle un peu hybride user researcher. Et là, l'idée, je dirais, dans ce premier cycle d'équipe design, donc de 2, ensuite puis 3 et 4, et moi qui gardais un rôle de manager et aussi de contributeur individuel, on a eu une dynamique où les squads étaient renforcés, ils avaient toutes au moins du taf ou des ressources design staffées par rapport à leurs objectifs, leurs besoins. Et en plus, on a créé une dynamique où Solène avait un peu le lead sur développer la user research chez Drivey. Et donc, on avait commencé avec des premières étapes avant son arrivée, de amener du user testing, de l'interview, etc. Et elle a un peu eu ce rôle de chapter lead, pas pour forcément aller dans la complexité des mots, mais c'est un peu un rôle de lead en gros, sans être manager, pour pousser la compétence user research à la fois chez les PM et les designers. Et donc ça, c'était un super choix de début de spécialisation de l'équipe en fait. Product design qui est un peu le rôle core et principal pour vraiment remplir les besoins des squads et de l'équipe produit. Et ensuite, on a commencé la spécialisation avec Solène qui a amené une vraie compétence user research experte pour monter le reste de l'équipe sur ce sujet. Et les 3 autres profils que tu as recrutés ensuite ? Et donc ensuite, on va dire 2 ou même 3e phase de développement de l'équipe. On a eu un designer, puis 2-3. Ensuite, on a eu 3 designers en fin d'année dernière. Donc là, on est encore une fois dans une autre dynamique, puisque c'est suite au rachat aussi de Drivey par Getaround, donc plus de budget forcément. Même si bien sûr en mobilité, on l'a vu avec le Covid et autres, c'est pas tout rose non plus, il y a quelques difficultés financières derrière, mais en tout cas, donc plus de budget et plus d'ambition aussi pour la partie Europe de Getaround qui est Drivey. Et donc après avoir recruté Gaëtan, Karl, Solène, j'ai recruté un dernier product designer senior, encore une fois. Donc l'équipe en fait dans ces 4 membres était plutôt, il n'y avait pas de junior pour le coup, c'est pas que j'en cherchais pas, mais les profils que j'ai trouvés qui matchaient vraiment bien en termes de personnalité et compétences, c'était plutôt intermédiaire à senior. Et donc une équipe qui était déjà assez autonome et
et avec beaucoup de compétences à réutiliser. Et ensuite, j'ai continué à spécialiser l'équipe sur quelques rôles. Mike en UX Writing, donc UX Writer, et Anne en Visual Design, qui va beaucoup travailler avec le département marketing. Visual Design, c'est plusieurs sujets entre la brand, le design system, la brand dans le produit, etc. Et le UX Writing, qui commence à se démocratiser aussi en Europe et à Paris, c'est tout simplement clé pour moi dans la conception produit. Il n'y a même pas de débat à propos de ça. Maintenant, c'est est-ce qu'avoir un rôle dédié est possible dès le début, et souvent c'est non, parce que c'est un budget en plus. Par contre, les compétences du X-Writing, je pense qu'il les faut, et le design est l'un des meilleurs représentants de cette compétence, et donc il faut encourager les designers et les product designers à au moins itérer, penser au copywriting produit, puisque la plupart de la feature se passe à travers ces mots, et de recruter quelqu'un de dédié, c'est un peu un luxe qu'on a pu se permettre l'année dernière avec le rachat, et en continuant à grossir l'équipe, et là il y a beaucoup de sujets. C'est toujours pareil, en fait, quand tu recrutes un rôle, tu ouvres une porte en fait énorme, et il y a un champ des possibles vraiment gros sur tout l'impact que peut avoir ce rôle dans la boîte. Et donc là, pour l'UX Writing, il y a les process de traduction. On est sur 7 pays, 8 pays en comptant les États-Unis, 7 pays européens, avec plusieurs langues, Norvège, norvégien. On a l'Angleterre, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a la France. Donc voilà, il y a beaucoup de thématiques de traduction ici. Il y a beaucoup de simplification, quasiment un design system du mot, quoi, de glossaire, de simplification de notre vocabulaire à creuser, à définir. Et ensuite, il y a la passation avec les devs pour être sûr de la cohérence du writing. Et bien sûr, l'UX writing dans les projets, dans les squads. Donc en fait, on a commencé à spécialiser l'équipe, et plus tu spécialises, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du besoin. Ouais. J'ai rencontré Mike justement pour préparer cet épisode il y a quelques temps, et il m'avait parlé justement du glossaire qui avait été créé à son arrivée pour que tout le monde parle la même langue. On voit du coup que tu es passé d'une équipe super très peu spécialisée à une équipe qui se spécialise petit à petit. Comment tu fais pour ensuite intégrer de manière beaucoup plus pertinente, ou je veux dire beaucoup plus en profondeur, par exemple l'UX writing chez des product designers qui n'en ont jamais fait, ou qui le faisaient, qui n'avaient pas le temps de le faire? Comment tu infuses justement les forces de chacun? T'en parles avec Solène, tu peux en parler avec Mike. Comment tu infuses ça dans ton équipe pour que chacun monte en compétences? Bah ça, c'est un peu, je dirais, la beauté d'avoir construit ces dynamiques et cette équipe de cette manière. C'est-à-dire que les product designers arrivaient déjà avec un lot de compétences qui était très pertinent par rapport au squad, encore une fois. Donc, problème-solution, des compétences visuelles, de prototyping, etc., de définition de problèmes. Et l'arrivée déjà de Solène a pu monter, en plus de moi, le niveau de l'équipe sur les sujets de user research. Donc, déjà, de donner l'envie aux designers d'être encore plus, on va dire, pas spécialisés, mais d'investir plus de temps sur les méthodes user research en amont et en aval, et de mieux les réaliser. Donc, comment mener une interview, comment mener des tests utilisateurs, comment bien synthétiser les learnings qu'on a pu récolter, etc. Et donc ça, c'était le premier effet bénéfique de commencer à spécialiser l'équipe sans créer des silos trop forts. Et je te parlerai ensuite des formats que j'ai mis en place pour que tout le monde un peu se nourrisse du travail des autres. Mais donc, ensuite, par l'arrivée de Mike et de Anne, donc UX Writing et Brand Design, on a eu Visual Brand Design, on a eu un peu ce même effet on a pointé le fait que le UX Writing avec beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. On a bien clarifié pourquoi. Et ensuite, via ces quelques formats que je vais te définir, il y a eu vraiment cet échange de Mike qui était hyper intéressé par le rôle du product designer dans son ensemble, et les product designers qui sont de plus en plus, je dirais, réceptifs et qui commencent à vraiment développer, pas une expertise, mais une spécialisation UX Writing, en voyant Mike se poser sur ces sujets, défendre ses idées, voir son raisonnement, enfin en comprenant son raisonnement, et en voyant aussi l'impact qu'il pouvait amener dans la boîte comme Solène avec la user research. Et donc il y a eu un peu cet effet de... Avant, on se posait quelques questions sur le copywriting, mais clairement pas assez. Et là, même les designers d'eux-mêmes vont faire une boucle itérative avant même d'en parler à Mike, de m'en parler à moi. Et donc, ça favorise vraiment, ça favorise la conscience et la réceptivité par rapport à ses compétences. Pareil pour le visual design. Après, on va penser un peu plus brand dans le produit. Est-ce que ça passe par le visuel, par le copywriting, etc. Et donc, les quelques formats de l'équipe, c'était pas une équipe silotée. Donc,
Le Product Design Weekly, c'était pas qu'entre product designers, c'était avec toute l'équipe Product Design, et là j'incluais du coup bien sûr Solène, mais aussi Mike et Anne de leur rôle. Et donc dans ce temps entre designers qu'on avait toutes les 2 semaines, 45 minutes, 1 heure toutes les 2 semaines, on avait beaucoup de temps d'échange. Donc soit Mike pouvait présenter soit un projet, ou même des projets qui sortent de Drivey, ou des inspirations, des ressources, ou même des apps, et parler de sa compétence et ses aspirations UX Writing à tout le monde, en fait, tous les designers. On pouvait rebondir, comprendre un peu ce qui se cache derrière tout ça. Et ça, je pense que ça a déjà créé une grosse cohésion d'équipe, mais aussi ça a permis de voir et de désacraliser un peu ses compétences, user research, UX Writing et tout, en voyant les revers du décor et en entendant, un peu en écoutant une Solène, un Mike parler de cette compétence et de comment il l'aborde, comment il l'approche. Donc le Product Design Weekly, un peu notre temps entre designers, a vraiment aidé à ça. Les design critiques, encore une fois, j'y reviens, mais ça a permis de montrer la valeur, encore une fois, des discussions user insights, ce qu'on a appris avec la user research, comment défendre nos idées avec ces insights-là. Pareil pour le UX Writing, quand on passe du temps, on a même fait des content critiques, une fois que Mike est arrivé, c'est-à-dire on va parler aussi un peu de copywriting en design critique, mais en vrai, c'est un sujet qui peut prendre 1 heure sur une feature. C'est vraiment très subtil. Il y a beaucoup de temps encore une fois, de challenger la copie et de réfléchir, d'itérer, etc. Donc ça, on a même, avec l'arrivée de Mike, commencé un format qu'on a bien mené jusque maintenant, qui est la content critique, où on focusait sur le copywriting. Et là, le designer et les PM étaient aussi invités à la table. Et donc ouais, design critique également. Et ensuite, dans l'équipe produit en général, donc pas que design, mais data, product manager, design, on avait plusieurs types de formats. Il y avait le Product Weekly, qui est à l'image du Product Design Weekly, un temps entre équipes toutes les 2 semaines où on pouvait parler des grandes updates de la boîte, de l'équipe produit, mais où les designers aussi, en plus des product managers et data, pouvaient présenter leur travail ou leurs compétences. Donc ça, c'était super fort aussi pour avoir cette connaissance collective. Et ensuite, le dernier point, qui est un peu à l'échelle produit et tech, là c'est les Demo Days. Donc là je vais un peu loin dans les formats, mais je pense que ça vaut le coup au moins de le citer. Demo Days, c'est toutes les 2 semaines, on va présenter un peu de façon visuelle le travail des squads. Et donc là, c'est plutôt le rôle du PM de présenter ce mini teasing en fait de où en est le projet, on montre un peu à quoi ça ressemble. Et là, pareil, on pouvait assez vite voir l'impact, encore une fois, du UX Writing ou de l'user research, sans y passer des heures, mais au moins. Et donc je dirais que tous ces points un peu constant de cohésion d'équipe, de partage, de discussion libre, et où tu te donnes un peu la parole et l'espace à l'expert, donc soit en user research, soit en UX writing ou en brain, de s'exprimer, de partager ses compétences. Ça a vraiment favorisé un effet hyper positif dans les 2 sens. Les designers étaient inspirés et voulaient le retranscrire, et les experts se sont écoutés et leur impact a été bien reçu, on va dire. C'est hyper intéressant comme méthode et comme façon de faire. En t'écoutant parler, je me suis quand même posé la question de l'UX Writing et le Visual Design. Visual Design, c'est mieux. J'ai l'impression qu'ils étaient très centrés produits, puisque c'était dans ton équipe, donc produit design. Comment tu intègres le marketing à cette boucle de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas une façon de voir les choses côté marketing et une façon de voir les choses côté produit qui font que l'image et ce que tu veux faire passer sont en décalage l'un avec l'autre? Donc ça, c'est une question super complexe. Je pense que beaucoup de boîtes se posent, et il n'y a pas de... C'est pour ça que je te la pose aussi. Ouais, il n'y a pas de réponse, comme souvent, il n'y a pas de réponse figée. Moi, je pourrais un peu... tu vas te pointer sur quelques points qu'on a abordés, qu'on a réalisés, mais clairement, j'aurais pas toutes les réponses. Et ce que je peux te dire là-dessus, c'est que déjà, donc, dans l'équipe actuelle, il y a un peu l'équivalent dans l'équipe marketing. Il y a une brand designer et il y a une brand copywriter. Donc, il n'y a pas eu un investissement qui s'est fait unilatéralement coproduit. Il y a aussi des rôles similaires dans l'équipe marketing, parce qu'il y a aussi énormément de projets dans l'équipe marketing. Maintenant, c'est plutôt comment tu encourages l'échange ou une cohérence dans le tout. Et donc ça s'est plutôt fait ces derniers mois, parce qu'au début, c'était pas si simple forcément, parce que
en fait, le département marketing et produit, historiquement, c'est jamais des départements qui se parlent trop ou même se comprennent trop. Et donc, le design, c'est un des points, un des piliers qui peut vraiment essayer de rassembler le tout. Et donc là, je dirais il faut déjà les bonnes personnes au leadership pour qu'il n'y ait pas de souci d'ego ou de compréhension du rôle de chacun. Et ensuite, une fois que les rôles sont staffés, donc comme je te dis, une brand copywriter, une brand designer, comment tu crées ces synergies, ces dynamiques. Et donc là, typiquement, Mike, lui, en UX Writing, il fait énormément de points et de meetings aussi avec la Head of Marketing et sa brand copywriter. Donc ils font des points dédiés où même moi, quelquefois, je ne suis pas, et tant mieux. Et donc c'est leur moment à eux de parler vraiment de l'expertise copywriting au global et d'échanger sur des sujets typiquement le glossaire ou les process de traduction, etc. Ou même des sujets de content purement sur les pubs ou sur la création de contenu du blog, etc. Et similairement, pour le visual design, l'idée avec Anne, c'était pas de remplacer le brand design ou la designer côté marketing, c'était plutôt de la compléter et d'avoir un pont, une passerelle avec le produit très forte. Et donc là, donc c'est pas encore sorti, mais ils ont travaillé énormément avec la brand designer, par exemple, sur le rebranding de GetAround, parce qu'on a pas mal de dettes de branding qui vient du projet US de GetAround. Et du coup, il y a eu un travail énorme de rebranding depuis... c'est un sujet un peu caillouteux, donc il prend du temps, mais je dirais depuis 6 mois avant le confinement, en tout cas, beaucoup de boulot. Et donc là, Anne et Etlyn, qui est au brand design, ont beaucoup bossé ensemble et se sont complétés un peu entre une vue un peu plus produit interface, mais qui parle quand même de brand, et bien sûr une vue plus création de contenu, que ce soit landing, que ce soit social media, etc., qui a amené Etlyn. Donc là, il y avait vraiment un échange aussi et une recherche de cohérence visuelle et pas une compétition. Et je trouve que c'est un peu les dynamiques, bien sûr, qu'il faut créer, encourager. Et moi, j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière, en fait. Tu vois, c'est Anne ou Mike font partie de mon équipe, mais ça veut pas dire que je dois être au courant de tous leurs faits et gestes. Et moi aussi, je recrute des designers en qui j'ai confiance pour leur laisser aussi évoluer un peu de leur côté et avancer sur des sujets annexes qui peuvent sortir du produit. Même ça m'intéresse beaucoup, mais je veux pas empiéter sur ça. Très bien. Autre petit sujet un peu touchy dans le design, c'est la recherche et le writing, mais en international. Comme tu l'as dit, vous êtes dans 7 pays différents en Europe, qui sont avec 7 langues différentes, puisqu'il y a le UK, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Comment vous faites de la recherche? Parce que j'imagine que les marchés ne sont pas les mêmes, les consommations ne sont pas les mêmes, les manières de se déplacer aussi sont différentes. Donc, comment vous faites pour faire de la recherche? Parce que Solène est en France, si je ne me trompe pas, pour aller voir comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en Angleterre, comment vous écrivez d'une certaine façon en Angleterre et que ça soit transformé de manière française en France, espagnole en Espagne. Comment vous gérez toute cette internationalisation? Très très bonne question, et nous on n'est pas encore les meilleurs élèves là-dessus, pour être honnête, parce que ça demande beaucoup de temps à la fois d'opération, mais aussi de budget de bien faire de la recherche à l'étranger. Là, les quelques réponses que je peux te donner, c'est donc clairement on a pour l'instant favorisé la recherche en France. Et bien sûr l'équivalent aux États-Unis avec l'équipe design des États-Unis, hein, qui eux ont fait énormément de recherches sur un peu toutes les villes, enfin pas toutes les villes, mais les villes principales ouvertes aux États-Unis, que ce soit côte Est, côte Ouest, etc. En tout cas, nous, on a quand même favorisé plutôt la France. Avec quelques épisodes, on a pu faire de la recherche au UK ou en Norvège, mais très ponctuel, quoi. Vraiment, en majorité, on a fait plutôt de la recherche en France. Alors déjà, avant de creuser le pourquoi et comment on peut faire de la recherche à l'étranger, c'est clair que tu as un bon point, et c'est ça qui... Enfin, clairement, c'était aussi dans notre radar, et on voulait s'améliorer sur ce point-là et potentiellement scaler un peu la notion de user research, peut-être l'équipe, ou même travailler avec des third parties, en gros des services pour lesquels on peut déléguer de la user research. Mais pourquoi c'est important? Dans la mobilité, tu as bien touché ce point-là et tu l'as bien mentionné. Les usages sont vraiment différents entre cultures, mais aussi à l'échelle des villes, en fait. En plus du pays, ce qui est encore plus important, c'est comment Barcelone est construite par rapport à Paris, par rapport à Berlin, quel type à la fois de business, d'activité, d'usage de mobilité tu as là-bas, quelle est l'offre de mobilité. Est-ce que tu as beaucoup de mobilité plutôt légère,
type les trottinettes, les bikes. Est-ce que tu as beaucoup de transports en commun? Est-ce que tu as plusieurs VTC qui sont présents, Uber, Hitch, Captain, etc. pour Paris? L'usage juste est-ce que de partir s'échapper un peu de la ville plus de façon un peu touristique, journalière, ou plutôt des usages vacances, ou est-ce que tu as des usages business qui commencent à se créer? Donc beaucoup de questions, mais avant même d'attaquer la question de pays, il y a juste la question des villes. Et en France, on n'était pas encore, on n'a pas une connaissance parfaite déjà du business français. Donc le business français étant quand même une grosse partie de notre revenu pour la partie Europe. Maintenant, la Norvège aussi, l'Espagne aussi avant le confinement, etc. Mais il y avait quand même une majorité en France et beaucoup de learnings à récolter déjà en France. Donc on a quand même choisi, avec des ressources un peu contraintes, de favoriser la recherche en France. Et donc là, je peux t'en parler plus en détail, mais c'était pas ta question, donc je vais aller vite dessus. Mais beaucoup de shadowing des propriétaires ou l'user interview de drivers. Solène, elle, peut en faire depuis Bordeaux, depuis Paris. Donc en plus, on est tous un peu derrière la user research, donc on peut, en plus, Solène ne fait pas tout, quoi. On va tous en faire un peu. Donc maintenant, pour typiquement le UK, l'Espagne ou l'Allemagne, ce qui nous a aidé pour quand même ne pas perdre pied et avoir une sorte de confrontation de terrain, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr le support client et récolter les feedbacks depuis le support client qui, eux, leur équipe faisait une newsletter tous les mois et avait un peu cette segmentation par pays, des problèmes récurrents, des grosses histoires qui sont arrivées, etc. Donc là, on commençait à avoir une vue user via le support client, ce qui n'est pas parfait, mais ce qui est déjà une chose. Et les autres points, c'est pas si anecdotique que ça aussi, parce qu'on on peut identifier pas mal de problèmes. C'est les reviews. Les reviews, nous, on a, comme pas mal de boîtes, soit un tracking via Slack avec des bots qui te partagent un peu les reviews. Tu peux avoir ça sur Twitter, mais tu peux avoir ça bien sûr sur les reviews d'App Store. Et là, tu as vraiment, du coup, pareil, tous les pays. Donc, bien sûr, il faut traduire les reviews quand elles sont dans les autres langues, mais on s'efforce de le faire. On a les compétences, en plus des équipes dédiées qui étaient localisées dans les pays. En France et à Paris, il y a beaucoup de ces personnes qui travaillent pour ces pays-là. Donc, on parle un peu toutes les langues ici et on pouvait les traduire. Donc, ça, c'est un autre moyen aussi de récolter de l'info. Et la troisième façon dont on le faisait sans faire, nous, de la user research d'un équipe produit, c'est un peu via les account managers. Et donc, ça, c'est plutôt côté propriétaire pour le coup, mais ils ont un contact très fort et très fréquent avec justement le produit, les difficultés, l'usage propriétaire dans nos business principaux, donc France bien sûr, UK, Norvège, Allemagne. Voilà, donc c'est un peu la façon dont on récolte des insights à l'étranger. Et comme je t'ai dit dès le début, c'est pas du tout parfait. Dans l'idée, il faudrait bien sûr investir beaucoup plus dessus. Et pour la mobilité, c'est d'autant plus pertinent, donc faut pas hésiter. Maintenant, c'est plus une notion de priorisation sur ces besoins. Je comprends. Et puis j'imagine qu'avec tous les retours que vous avez déjà, ça doit être pas mal de temps déjà consacré pour lire tous ces avis et puis pouvoir les traiter et puis pouvoir en faire quelque chose. Et du coup, pour le writing, est-ce que vous avez les mêmes contraintes? Parce que Mike écrit en anglais, si je ne me trompe pas. Comment vous faites pour retraduire ensuite dans les langues suivantes? Est-ce que dans des langues différentes? Est-ce que est-ce que vous demandez juste à des personnes qui ont les compétences linguistiques de juste changer la phrase? Ou comment vous réussissez à mettre la petite touche de chaque pays et que la langue est offerte par chaque langue pour transmettre dans l'interface en fait la marque et Ouais, sujet aussi assez vaste et complexe parce que là, ça touche sur beaucoup de choses. Il y a le fait que même d'avoir une spécialité et un expert en copywriting, bien sûr, comment tu fais scaler cette compétence sur les autres langages. Ensuite, il y a la notion de temps. Tu n'auras jamais le temps aussi d'être derrière un peu tous les mots, toutes les phrases du produit ou de la création de contenu côté marketing. Et ensuite, il y a les process entre les différents pays, le timing et le planning pour shipper des features. Tu veux pas avoir un mois de retard dans un pays parce que t'es pas prêt. Le dev, bien sûr, qui doit en gros manager les clés de chaque pays avec une clé master, en fait, ce qu'on appelle le langage master, qui est ensuite décliné et traduit dans les autres langues. Donc il y a beaucoup de sujets, et c'est un sujet qu'on a commencé à tacler avec l'arrivée de Mike, et beaucoup avec Nicolas aussi, parce qu'il est passionné des sujets de traduction et de process. Et donc, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Nous, pareil, pas parfait de ce côté-là, mais comme on a avancé, on avait
marketing manager pour chaque pays qui soit avait une petite équipe, donc 1, 2, 3 personnes, soit était solo, ça dépend de la taille du business et du pays. Mais en tout cas, ils avaient aussi un rôle de traducteur sur beaucoup des features produits, donc on shippait pas non plus des milliers de features et c'était pas leur seule, on va dire, la seule tâche qu'ils avaient dans leur responsabilité, mais une bonne partie quand même de leur semaine était aussi de faire office de proofreader et de traducteur pour s'assurer que la langue master, l'anglais, soit correctement traduit dans leur pays. Donc là, on va plutôt juger d'abord de la clarté au niveau de la feature. Donc c'est avant de parler de brand, on va vraiment être sûr d'employer les bons mots pour que la feature reste claire. Donc là, nous, en tant que Français ou Anglais, comment on proofread ça de notre côté, c'est encore un autre sujet, parce que c'est très dur du coup. Mais c'est un peu une relation de confiance avec un peu de formation aussi sur pourquoi faire court et concis, pourquoi utiliser des mots cohérents et pas plein de synonymes pour perdre l'utilisateur. Enfin, il y a quelques guidelines basiques de copywriting qu'on peut partager. Mais ensuite, c'est un peu faire confiance à ces traducteurs locaux, on va dire, sans que ce soit des traducteurs experts pour le coup, parce qu'on n'avait pas encore le budget pour en avoir un par pays ou pour sous-traiter cette partie-là. Et donc, eux pouvaient aussi, du coup, par la langue master, dans un temps assez court, hein, pour respecter le planning des features. En tout cas, je te parle de la partie produit, moins marketing, mais marketing, c'est assez similaire. Traduire les bonnes clés de la bonne manière. Et ensuite, on pouvait s'apercevoir, je dirais, soit s'il y a vraiment des plaintes ou des feedbacks sur quelque chose qui n'est pas clair, peut-être qu'il y a un problème de writing. Ou alors quand on repasse sur la page avec l'équipe locale, peut-être qu'eux vont spotter aussi ces problèmes-là. Mais pour le coup, je pense qu'on n'est pas parfait dans toutes les langues du tout, mais je pense qu'on a une base acceptable et que ce process, sans être parfait, fonctionne, quoi. Top. On a parlé du process de recherche, on a parlé du process dans l'équipe design, tu viens de nous parler des guidelines writing. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas parlé, et qui est pourtant le nom de ce podcast, c'est le design system. Est-ce que vous en avez mis un en place et comment vous faites pour le faire vivre aujourd'hui chez Drivey, si vous en avez un, entre les différents designers, puisque déjà, moi je vois dans mon expérience, à 2 ou 3, c'est assez compliqué déjà de le faire suivre, enfin de le faire évoluer. Alors à 7, j'imagine que c'est encore plus compliqué. Comment vous faites pour ça ? Ouais, du coup, comme tu le dis, nom du podcast, où on en est sur le design system. Donc, moi, c'est un sujet qui me plaît et qui est nécessaire. Pour autant, c'est pas un sujet de cœur, c'est-à-dire que je ne meurs pas de parler de design system, et on sait que c'est un peu un buzzword aussi, mais qui a aussi toute sa pertinence, hein. Bien sûr, il n'est pas arrivé par hasard ce mot. Et donc, qu'est-ce qui se cache déjà derrière le design system ? C'est plus qu'une guidelines, juste design, ou c'est pas un UI kit, quoi. C'est vraiment de bout en bout, entre le design et l'engineering, donc la tech, de créer de la cohérence produit via souvent des composants. Donc là, on peut parler des atomes molécules, etc. Mais au moins des composants cohérents, réutilisables, qui font gagner du temps à tout le monde et qui aussi, non pas que pour la vélocité de l'équipe, mais aussi pour la qualité du produit, essayent de marquer, encore une fois, un visual design qui est peut-être de mieux en mieux, une cohérence graphique et bien sûr, l'utilisabilité de chaque composant doit être plus ou moins validée, testée, pour être sûr que des radio buttons ont le rôle d'un radio button, pareil pour une checkbox, etc. Donc ça, c'est un peu l'envergure du projet, et c'est énorme. C'est-à-dire que au début, pour nous, c'était un projet sous-marin, parce que comme beaucoup de boîtes, comment tu justifies passer du temps sur un truc qui ne ship pas de nouvelles features, qui n'améliore pas forcément, en tout cas directement, tes metrics business, c'est très dur à justifier. Donc justifier de passer du temps, et en plus de prendre du temps de développeur, typiquement, pour coder et créer ses composants et ensuite les shipper. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que l'envie de faire un design system, elle n'était pas de moi, elle était déjà présente en fait avant mon arrivée. Un ingénieur manager, la team qui était dans l'équipe, qui était du coup un fervent défenseur de la qualité front et de l'implémentation. Et Gaëtan, lui, était plutôt au brand design avant mon arrivée et avait commencé à, je dirais, travailler sur quelques landings. Donc, avait vu en fait la dette existante sur le produit. Donc, moi, quand je suis arrivé, l'opportunité était assez forte de se rassembler tous les trois et se dire, bon, bah, en vrai, maintenant, lançons-le, on peut essayer de le faire. Donc, on a commencé en sous-marin, plutôt à 3 du coup, et d'abord sur le web, ensuite sur mobile, parce que design system, en tout cas en termes d'outils et de besoins, c'est souvent un peu plus facile sur le web.
On parle souvent des 80 boutons, des 300 grilles CSS. Les 15 000 couleurs qui sont dans le code. Voilà, exactement. Et donc sur le web, c'est d'autant plus visible que tu as moins de guidelines OS qu'on peut avoir sur iOS ou Android. Et c'est vraiment vite le freestyle. Et c'est un peu plus simple de faire ces changements-là. Et il y a aussi beaucoup d'outils qui permettent d'agir sur le design system. Donc on a commencé à 3. On a du coup fait ça d'abord en sous-marin avant de le justifier auprès de l'équipe produit pour avoir de la vraie ressource, c'est-à-dire du pourcentage chaque semaine, chaque mois dédié à ça. Et petit à petit, on en a fait une squad dédiée. Donc il y a vraiment un pas en avant assez fort d'un projet sous-marin jusqu'à avoir une squad officielle dans l'org produit engineering où on a du temps de dev dédié. Et donc aujourd'hui, en tout cas pré-confinement, on était à du coup 4 designers dessus, donc clairement pas à 100%. Moi j'étais plutôt, surtout dernièrement, en charge, on va dire, de l'évolution du projet, de la vision globale, mais moins de contributions individuelles. Gaëtan a un super rôle dès le début, mais encore plus maintenant, de vraiment moteur, contributeur individuel pour la définition, création de ses composants, la passation avec les devs. Fabien, du coup, un des designers dont je t'ai parlé, que j'ai recruté, qui est plus senior, qui a pris le rôle de PO, donc de Product Owner sur ce sujet. Donc Product Owner, côté un peu Project Management du Design System, parce que c'est un vrai projet. Il y a des deadlines, il y a des plannings, des priorités, il y a des objectifs derrière les composants. Il faut faire du suivi de développement, il faut faire de la QA, il faut mettre des parties d'accord sur quels gros changements ou petits changements, pour quelle feature, etc. Donc on a pris un peu de temps de Fabien pour le rôle de PO, de Gaëtan en contributeur individuel et un peu, si je puis dire, directeur artistique du design system, avec moi un peu en tâche de fond. Anne qui a commencé à regarder ces sujets-là côté brand aussi et cohérence visuelle pour accompagner Gaëtan. Et Mike en UX writing un peu côté design system. Donc là c'est pas encore ultra poussé, mais commencer à systémiser le contenu et le copywriting. Et donc en plus de ça, on a eu la chance d'avoir d'abord un team et ensuite plusieurs devs qui ont rejoint un peu cette squad-là à déjà d'appétence et de compétences, quoi. Donc d'appétence parce que le sujet les intéresse. C'est un sujet hyper actuel, mais aussi hyper structurant pour la boîte et la tech. C'est aussi performance tech, c'est la qualité à la fois du code et du produit que tu ships en tant qu'ingénieur. Donc c'est quand même, pour beaucoup, c'est passionnant. Et donc de compétences, parce qu'on a eu des devs front qui étaient moins full stack ou moins back-end que d'autres, qui naturellement étaient plus pertinents pour ce type de projet qui est un peu plus front, on va dire. Et donc on a eu plusieurs devs front web qui nous ont rejoints à 20%, 50% pour certains, mais on reste une équipe qui est staffée de manière assez mineure par rapport aux autres squads. Pour autant, on arrive à attaquer des projets chaque trimestre qui font avancer le tout. Et on a eu en plus, donc dernier point, des devs mobiles qui, eux, étaient beaucoup moins staffés parce que tellement de choses à faire sur mobile pour GetAround et tellement de gros sujets en cours que c'était plutôt staffé à 10-20%. C'est quasiment du suivi et des petits projets, mais on a quand même commencé et fait on a eu des bons milestones sur mobile également. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre dans tout ça ? On a commencé sur le web à faire les composants classiques, et ensuite, plus on a creusé, en fait c'est un sujet infini, le design system, plus tu commences à parler notamment du mobile. Ensuite, mobile, tu as la question pour nous qui est de est-ce que le design system il est aussi drivé entre guillemets par l'API ? Est-ce que c'est des composants ? Donc je vais pas aller dans les détails parce que même moi ça peut être complexe, mais des composants qui sont déjà en fait prédéfinis, précodés, que l'API te permet d'appeler dans ton interface mobile. Donc ça c'est une démarche qu'on a faite. On a des pages qui sont générées que par l'API et donc des composants de design system qui sont générés par l'API. Donc ça c'est le parti pris mobile. Web c'est un peu hybride et donc on a creusé les sujets micro qui sont plutôt la définition de composants. Et là, on a priorisé quels composants on allait définir et shipper en ligne avec les features qu'on allait prioriser dans les squads. C'est-à-dire que dès qu'il y avait besoin, par exemple, de refaire tout un formulaire pour une squad, je te dis par exemple la squad propriétaire qui refait le flow de listing, là, on allait prioriser tous les composants qui sont plus de type formulaire, que ce soit l'input avec les radios, que ce soit plutôt le canvas de formulaire et les sections, etc. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a priorisé. On n'a pas une librairie complète encore, mais comme pour nous, le design system, c'est du design au dev, on a préféré faire la boucle en entière design dev via les features qui ont permis de gagner du temps et de l'excellence dans les features
et de faire en sorte que le design system soit pareil hyper pertinent à l'échelle de produit engineering et qu'il puisse shipper des choses concrètes qu'on puisse utiliser, voir dans le produit et le tout aide tout le monde, quoi. Hyper intéressant. J'imagine que ça vous a pas mal aidé au moment où vous êtes passé de Drivey à Getaround, puisque vous avez changé votre logo, vous avez changé vos couleurs, vous avez changé pas mal de choses. J'imagine que quand le switch a dû se faire, ça a dû être moins douloureux, puisque vous avez déjà le design system qui était en place, et vous aviez, je mets des gros guillemets, mais juste à changer des couleurs, des typos, et hop, c'était bon. Ouais, donc ça, c'est un peu, tu vois, typiquement ce qu'on vendait en sous-marin, en disant que, idéalement, dans ce monde où on a une cohérence et des instances qui sont tous liés, c'est très facile de maintenir, en fait, pour des designers ou des devs le produit. Et donc, ta hiérarchie de typos, de boutons, comme tu dis, de composants, elle est beaucoup plus malléable. Et donc, on l'a vérifié clairement avec le rebranding Getaround. On n'a pas fait un méga rebranding, on a tout remis en question parce que la brand est encore un peu en construction. Mais en tout cas, de repasser sous la bannière Getaround, ça a été beaucoup plus simple via le design system que sans. Et notamment sur le web, ça s'est vu drastiquement parce que on a passé vraiment quand même un peu de temps et il y a toujours d'autres choses à regarder, mais les gros changements ont été faits en un temps record et donc ça c'était très plaisant à voir et c'était un des nombreux milestones du projet qui a permis à tout le monde de comprendre la valeur et de crédibiliser en fait ce projet de design system, c'est clair. J'en profite pour refaire la pub de l'épisode avec Alexandre chez Caféine qui expliquait exactement la même chose en fait, où il a implémenté petit à petit un design system et le jour où ils ont fait un rebranding, ça s'est passé en 2 semaines parce qu'ils ont juste eu quelque chose à changer. Et peut-être dernier point sur design system, là je te parlais des questions micro des composants, mais quand tu exploses un peu le sujet, tu as commencé à te parler de la doc. Est-ce que tu fais une doc qui est une référence pour le web et le mobile, et la doc en fait de classifier des composants par catégorie, comment tu navigues pour trouver ton composant en tant que designer ou développeur, est-ce que tu trouves des codes snippets, comment tu décris l'usage, le comportement de tes composants, comment tu le maintiens, c'est un projet sans fin. Donc voilà, juste pour finir, mais pour vraiment mettre le doigt sur le fait qu'un design system c'est un gros projet, on peut pas le faire à moitié. Pour autant, on peut pas le faire d'un coup non plus. C'est vraiment un projet continu où il faut un peu de staffing et l'assumer dans sa boîte pour vraiment mener le projet quelque part, quoi. Yes. Si on reparlait un petit peu de toi, en 3 ans, l'équipe a beaucoup évolué. Toi, est-ce que tu participes encore au projet dans le sens où tu fais de la recherche, tu fais du design ou tu passes beaucoup plus de temps à faire du management aujourd'hui ? Donc moi j'ai eu un rôle hybride pendant très longtemps parce que seul designer, ensuite 2 designers, ensuite 4 et maintenant 7 en m'incluant là. Du coup j'ai eu un rôle d'individual contributeur quasiment pendant ces 2 ans et demi en plus du management. C'est juste que là depuis octobre-novembre avec l'arrivée des 3 derniers, je suis passé de 50% à 10-15%. Donc j'ai toujours un rôle quand même déjà sans prétention, j'ai pas envie d'être un people manager qui ne touche plus et qui n'a plus en gros un contact avec la réalité du design, parce que ça, de le faire trop vite, ça peut être dangereux, on peut perdre en crédibilité, on peut devenir moins bon designer aussi. Et donc il y avait un peu ce côté de est-ce que j'ai la prétention tout de suite de m'appeler et d'avoir ce rôle un peu people manager et de me détacher de tout ça. Moi je pense pas, et en plus je pense que ça m'a servi de garder un contact fort avec les squads, avec les designers, et de montrer aussi par l'exemple, de faire des design critiques, de mener de la recherche, de faire des projets de vision, de faire de la QA, et donc je pense qu'à la fois c'est inspirant et à la fois moi ça me permet d'avoir garder un contact là-dedans. Donc un rôle d'IC pendant longtemps. Et là, dernièrement, c'est sûr que j'ai passé plus de temps à encadrer, à recruter aussi, et à faire du travail de vision, qui me plaît beaucoup, moi, de comment on peut aller plus loin, comment on peut tacler des projets qui sortent de l'échelle de la squad, mais plutôt qui sont au niveau du produit au global, quoi, l'expérience driver, l'expérience owner, pas juste l'expérience bookings ou trip experience, etc. Et donc ça, typiquement les 3-4 derniers mois avant le confinement, on a fait tout un travail de vision avec les équipes design, donc une vision plus côté driver et une plus côté owner, où j'avais un rôle assez clé de, encore une fois, médiateur, d'encadrer, de pointer, et j'aide avec plaisir des sessions de user research ou à collaborer sur le design system, et j'ai gardé une squad
qui était moins demandante en temps de design, pour continuer aussi à contribuer à aider l'équipe. Je pense que tu sais où je veux en venir, mais après tout ce que tu racontes, tous les projets sur lesquels tu travailles, c'est la petite exclue du podcast, même s'il sortira après ton annonce, tu as décidé de partir de Drivey, de Getaround. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et où tu vas et ce qui a motivé justement ce choix par rapport à tout ce que tu peux encore faire aujourd'hui chez Getaround? Ouais, donc grosse exclue pour le coup, mais donc ouais, effectivement, je quitte l'aventure. Clairement, c'est pas une fuite de l'équipe ou du projet parce que cette équipe, je l'adore. Bien sûr, l'équipe design, on passe beaucoup de temps ensemble, même en dehors du taf, et c'est vraiment que des personnalités que j'adore. L'équipe produit également, tech, le projet, j'y crois beaucoup, même si c'est une période difficile pour la mobilité. Et pour Getaround, bien sûr, moi j'y crois beaucoup. Je pense que la boîte, son prochain cycle, c'est d'arriver à la rentabilité et de se développer aux États-Unis, en Europe, de façon autonome. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup d'espoir et d'intérêt, en tout cas, à suivre ce projet. Maintenant, moi, ce qui me fait partir, vu que tu me poses la question, c'est clairement plus l'envie d'entreprendre. Et donc, j'ai un peu fait un chemin en partant des acteurs énormes, Google et Facebook, où j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai encore beaucoup à apprendre aujourd'hui, hein, mais voilà, j'ai vraiment absorbé beaucoup, beaucoup de choses chez ces acteurs-là. Et ensuite, l'univers et l'écosystème startup qui est hyper passionnant, qui est très demandant aussi, mais où j'ai pu faire mes armes, apprendre de tous mes collègues, commencer à comprendre ce qu'est le management, à agir en tant que manager, monter une équipe, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et là, un peu naturellement, j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse pour ma prochaine aventure, c'est un peu de mettre la main à la pâte. Et justement, on parlait de people manager qui est déconnecté un peu du travail de ses équipes. Et moi, j'avais un peu cet entre-deux, cette question où est-ce que je veux continuer, même si j'adore mon équipe et que j'ai adoré, j'ai eu la chance de manager une équipe comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, est-ce que je continue ça, mais du coup, pour l'instant, je me retire du design, entre guillemets, terrain, et je continue là-dedans sur des rôles plus seniors, ou est-ce que moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que je crée un projet de A à Z, où j'y participe en tout cas, et je garde la main sur le design, entre guillemets. En tout cas, je me challenge et je me confronte au terrain. Et du coup, c'est ça qui m'amène vers rejoindre donc une boîte en tant qu'associé. Cette boîte, c'est The Design Crew. Je vais rejoindre Jordan, qui est à l'initiative de projet, qui a commencé il y a 2 ans. Donc une boîte qui est dans l'éducation, dans le contenu, le design bien sûr. Aujourd'hui on fait des formations, mais une seule formation, c'est un champ des possibles énorme, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Et là ce qui m'intéresse, sans trop t'en dire, c'est vraiment l'idée déjà de m'associer avec une personne auquel j'ai confiance, je crois, et je pense qu'on va bien se compléter, et vraiment d'arriver au tout début d'une aventure et d'avoir un rôle hyper clé dans la définition de ce projet, l'évolution de ce projet, et de sortir même un peu des gonds du designer. Bien sûr, de continuer à créer. On va voir ce que le projet va amener, mais il y aura forcément, on va dire, une contribution de design très forte et un mindset du designer, bien sûr, qui va être clé pour l'évolution de cette boîte. Mais il y a aussi des besoins en business, en marketing, en stratégie, potentiellement en développement. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Et je sens que c'est ça qui va m'animer pour les prochaines années. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix, du coup, très récemment, là, en juin, enfin avant juin, mais annoncé en juillet en tout cas, de rejoindre The Design Crew en tant qu'associé. Super, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et j'espère avoir très bientôt Jordan dans un épisode. Jordan, si tu nous écoutes, j'aimerais bien te recevoir. C'est la dernière question que je vais te poser avant qu'on arrête cet épisode. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des blogs, qu'importe, à nous recommander autour du design? Donc ouais, question classique. Et là, pour le coup, réponse, j'espère, moins classique. Moi, j'en ai pas. Et... Tu n'es pas le premier à me faire cette réponse. Ok, dommage. Mais clairement, j'en ai pas. J'ai pas d'acteur star ou même de livre un peu... je dirais ultra rattaché à la culture design. Alors, j'en ai lu quelques-uns, mais clairement, ma façon de faire de la veille et de continuer d'apprendre, c'est je suis ultra curieux et je suis beaucoup de... En fait, je lis beaucoup soit d'articles de société qui essayent de me faire comprendre un peu
l'évolution des usages, des tendances business, etc. Donc ça peut être des revues plus business, même des articles de journalisme dans les grands magazines, soit côté États-Unis, soit français, etc. Et beaucoup de veille, bien sûr, Twitter, Medium, qui vont être... mais là, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un de particulier, c'est vraiment... Tu prends ce qui arrive et tu ouais, t'enseignes. J'ai une grosse dynamique où je lis quand même beaucoup en anglais. Pour le coup, je dirais que 80% de mes lectures ou plus sont en anglais, donc j'imagine pas forcément que par des anglais, mais en tout cas de langue anglaise. On apprend beaucoup de choses et donc tout le monde peut s'exprimer via cette langue et se faire comprendre. Et moi j'ai un peu cette dynamique où je suis constamment en veille dans mon temps perso ou mon temps pro. J'essaie de pas passer trop de temps dans mon temps pro pour pas non plus freiner juste et perdre trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, assez naturellement, je vais être curieux et je vais avoir une sorte de dynamique de bookmark en fait. Je vais pas tout lire sur le coup, des articles un peu courts, je vais les lire, d'autres moins. Je bookmark et après, suivant la profondeur et l'intérêt que je porte soit au sujet en cours, parce que ça répond à des besoins que j'ai ponctuels de résoudre quelque chose, ou alors plutôt de la veille continue, mais si l'article m'intéresse, je vais le creuser et je vais le repartager après souvent. Je vais essayer de prendre des screenshots des points qui m'ont intéressé. Et c'est vraiment ça en fait. Et je fais aussi beaucoup de veille visuelle, donc là, on parle de ressources, bouquins ou articles, mais il y a aussi beaucoup de belles choses qui se créent, que ce soit des produits, des landings, que ce soit des portfolios, etc. Tu les suis comment ? Pareil, je pourrais pas te dire qui, mais juste... Pas qui, mais plus une plateforme parce que... Ouais, Twitter, beaucoup. Twitter, okay. Beaucoup Twitter. Et Medium, soit lié depuis LinkedIn, soit depuis Twitter, ouais. Mais je dirais que l'audience que j'ai un peu... enfin, l'audience plutôt, le following que j'ai créé sur Twitter me permet d'avoir un peu cette perspective assez large, à la fois États-Unis, à la fois France. Et ça me permet de vraiment assez souvent en fait bookmarker ou aller voir des inspirations plus graphiques et d'aller creuser tout ça. Top. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie sur ton Twitter du coup, ton LinkedIn. Pour le coup, je suis clairement pas un maniaque des Twitter, des replies et des DM, donc je pense pas Twitter. LinkedIn c'est possible parce que forcément j'y vais de temps en temps et je reçois quelques messages et la messagerie est très visible et très utilisée, donc pourquoi pas LinkedIn. Et ensuite, pour ceux qui font partie de The Design Crew, clairement ultra actifs sur le Slack, on a toute une communauté. Et voilà, après, Instagram et Facebook, si vous me trouvez, moi j'ai pas de souci avec ça, mais LinkedIn peut-être est le plus simple. Ok, très bien. Et il y aura tous les liens dans la description. Écoute, Jérémy, on touche à la fin de cet épisode. Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé et de tout ce que tu nous as raconté sur comment tu as créé ton équipe. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi et je prends ton espoir et ton courage à pleine main. Merci d'avoir pris le temps aussi de m'interviewer et de ponctuer la discussion. C'était un plaisir. Et plaisir partagé. D'avoir fait ça avec toi. À très bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.